Bonjour à toutes et tous, je me présente Steve Martin, je suis responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle et c'est avec un très grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille à nouveau aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur le thème « Comment booster son estime de soi, adopter la positive attitude ». Alors cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans et il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2023, une nouveauté, c'est 21 webinaires qui sont à ce jour programmés. Nous vous proposons différentes thématiques, toujours animées par des experts, qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Nous avons mis à jour très récemment ce lien. Vous avez maintenant tous les webinaires jusqu'au mois de février. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite donc à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet questions. Il n'y a pas d'onglet questions dans ce webinaire-là, donc c'est uniquement dans le chat, pardon. Cécile Neville, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Cécile, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci beaucoup Steve, enchantée, ravie de vous retrouver messieurs, dames, dans cette conférence dans laquelle j'espère pouvoir vous apporter quelques clés pour booster votre estime de vous-même et adopter la positive attitude. Alors j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'en tous les cas, le thème vous interpelle et attire votre attention. Donc bravo à vous déjà, parce que c'est quand même une des premières clés. Et pendant que je vais faire une petite intro, moi j'aime bien les interactions avec vous dans le chat. Et donc j'avais envie de vous demander, sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, à combien est-ce que vous estimez, vous, votre note de positive attitude déjà actuelle? Ça permet déjà d'avoir un petit niveau de départ. En général, c'est assez étonnamment, les personnes qui viennent à ce genre de rencontres ont quand même souvent, parfois, des notes assez élevées. On va voir, on a quand même du 5, du 7, du 6, 7, 8, c'est varié. Ok, 5, 6, 8... Ok, 7, 8, voilà. Entre 5 et 8 pour l'instant. Ah, je crois avoir vu passer un 3, un petit 4 par-ci par-là. On a du 8 aussi, 6, 4. Non, c'est assez varié. Donc, c'est bien. Écoutez, bienvenue. Ah, quand même un petit 2. Donc, ça va faire du bien aussi. Bravo à tous ceux qui sont là, en tout cas, pour augmenter votre note. C'est le but de ce genre d'intervention, puisque je le rappelle quand même, moi j'aime bien rappeler ça, c'est que on a une vie, c'est pas simplement pour la subir ou pour survivre, mais vraiment pour en profiter et pour se dire que voilà, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et c'est tout l'objet de la nouvelle science qui est la psychologie positive, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, de toutes les recherches qui ont été faites sur quelles sont les clés, les moyens pour être plus heureux de nos jours, pour avoir une meilleure positive attitude, une vie plus positive et se sentir plus épanoui dans notre quotidien. Donc, d'où le thème de cette conférence. Donc, on va scinder en 4 parties ce soir la conférence. À chaque fois, je vous poserai comme ça des questions. Je vous remercie beaucoup de ces échanges dans le chat. J'aime bien quand il y a des interactions comme ça. Et surtout, comme l'a très bien dit Steve, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaye au mieux de les lire dans le chat et au pire, on y reviendra à la fin de chaque session et on m'aidera à bien répondre à toutes vos questions si besoin. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est parti? Vous avez envie d'avoir quelques clés pour découvrir la psychologie positive, découvrir comment la psychologie positive peut vous aider en termes de bonheur individuel, mais aussi comment la psychologie positive peut être au service du bien-être collectif dans nos relations aux autres, et ensuite d'autres applications concrètes de la psychologie positive dans notre vie quotidienne. Est-ce que c'est prêt pour vous? N'hésitez pas à me dire yes, go, c'est parti. J'aime bien sentir votre enthousiasme et ça fait partie de cet état d'esprit positif que d'encourager, que d'être soi-même dans l'enthousiasme. Ouais, cool, trop hâte, oui, go, yes, c'est parti, génial, j'adore. Allez, on y va avec la première partie. Déjà, est-ce que vous connaissez la psychologie positive? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est vraiment la science, donc c'est-à-dire que ce sont vraiment des chercheurs scientifiques qui se sont intéressés à l'autre face de la médaille, non pas simplement
ce qui explique pourquoi des gens sont malheureux ou sont en dépression, mais aussi pourquoi des personnes sont plus heureuses que d'autres, pourquoi certains enfants sont plus épanouis et meilleurs à l'école que d'autres, pourquoi certains couples sont plus heureux et durent plus dans le temps. Voilà, c'est une science qui s'intéresse à tout ce versant de la psychologie humaine. Donc voilà pour comprendre un peu déjà comment ça se situe. Mais je vais vous en dire un petit peu plus. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette psychologie positive? C'est en fait l'origine étonnante de cette psychologie positive, c'est que à la base on y a mis un mot, mais qu'il y avait déjà des recherches dans ce sens un petit peu éparpillées partout. Et j'ai même envie de dire que si on remonte carrément à l'époque des philosophes, il y avait tout un courant de philosophie sur le bonheur, sur le droit au bonheur, qu'est-ce que le bonheur. Il y avait des courants plutôt, on va dire, hédonistes, et peut-être que ça sera plus votre cas, les personnes qui estiment que le bonheur, c'est plus un cumul de petits moments de bonheur, de petites joies. On est vraiment à prendre du plaisir dans les petits plaisirs de la vie. Et puis, il y avait tout un courant déjà à cette époque-là sur le bonheur qu'on appelle eudémonique, qui est en fait, c'est un grand mot pour dire, c'est surtout avoir une vie qui a du sens, se sentir utile, contribuer à quelque chose, avoir une mission sur cette terre et avoir l'impression d'avoir été utile dans cette terre. Et au final, aujourd'hui, c'est vraiment le courant de la recherche scientifique démontre que de nos jours, les personnes les plus épanouies, ce sont celles qui ont trouvé un juste milieu entre le plaisir pour soi et à court terme, et le plaisir pour soi et le monde, les autres et la planète, à long terme, court terme, moyen terme, long terme. Et donc, c'est trouver ce juste équilibre pour pouvoir trouver sa place et se sentir bien, épanoui. Et voilà. Donc, par exemple, comme dit Olivier, c'est aussi savoir faire plaisir aux autres, mais pas seulement, c'est aussi se faire plaisir à soi. Il y a un équilibre entre les deux. Donc, en tous les cas, juste pour resituer comment est né le terme psychologie positive, j'aime beaucoup, c'est que c'est le président de l'Association américaine de psychologie. Donc, vous voyez, il y a des psychologues, il y a une association, des associations de psychologues un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est la plus grosse des associations. Et l'Association américaine de psychologie, donc c'est vraiment une des plus grosses institutions autour de la psychologie, avait son président à l'époque, qui était Martin Seligman. En 1998, il est arrivé lors de la réunion qu'il présidait justement pour annoncer un nouveau courant de la psychologie, puisqu'il était temps de s'intéresser à ce qui nous aidait à nous épanouir autant individuellement que collectivement. Et c'est là qu'est né vraiment le terme psychologie positive. Il faut savoir que lui, il en a eu l'idée, pour la toute petite anecdote aussi, j'aime bien, vous allez voir les petites anecdotes pour comprendre que c'est pas simplement de la théorie, c'est vraiment de l'humain qui s'est construit avec des relations, des idées, des rencontres. Et en fait, Martin Seligman était dans un avion et il se rendait dans un déplacement d'une conférence, je crois, ou quelque chose comme ça. Et dans cet avion, il se retrouvait assis à côté d'un homme et il a pris le temps de discuter avec lui. Et cet homme était dirigeant d'une grande société, et donc avec de nombreux salariés. Et en discutant, Martin Seligman, à l'époque, s'intéressait aux raisons des personnes qui tombaient en dépression, donc les facteurs de la dépression, tout ce qui expliquait pourquoi les gens allaient mal. Et donc, c'était vraiment sa spécialité. Et donc, là, il en parle à cet homme-là, et cet homme-là lui dit, écoutez, moi, chez moi, il n'y a pas tant que ça de dépression dans notre équipe. On a plutôt un bon turnover positif de personnes. On a c'est chouette. Les gens se sentent bien, se trouvent leur place. Et donc, Martin Seligman est étonné parce qu'en général, les taux de dépression dans les grandes entreprises sont plutôt élevés. Il lui demande, mais comment vous faites? Comment est-ce possible? Il dit, en fait, chez nous, on s'intéresse à l'autre face de la médaille. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à ce qui dysfonctionne dans l'entreprise, mais à ce qui fonctionne. Donc, au lieu de faire venir dans le bureau les gens qui ont fait des erreurs ou qui ont eu des mauvais résultats, nous, on convoque en fait les services qui ont le plus réussi, les employés qui ont eu les meilleures initiatives pour les féliciter, savoir comment ils s'y sont pris, pour le reproduire, etc., etc. Et donc, là, le dirigeant dit à Martin Seligman, mais et vous, est-ce que dans la science, vous êtes déjà intéressé à l'autre face de la médaille? Pourquoi les personnes sont heureuses et pas seulement pourquoi les personnes sont en dépression? Et là, en fait, Martin Seligman a eu sa révélation et d'un seul coup, il a basculé tous. C'est un changement de paradigme total dans la tête de ce chercheur-là en particulier. Et il a voulu le déployer et il a été soutenu par des financements privés, des personnes qui comprenaient cette dynamique et qui vraiment avaient envie de soutenir ce genre de recherche. Et ils sont partis dans l'étude de tout ce qui est en commun chez les personnes les plus épanouies, chez les personnes les plus en bonne santé, chez les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, etc., etc. Donc ça, c'est le début de la psychologie positive. Leur objectif, un objectif bien ambitieux, et c'est un petit peu aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de permettre aux individus, aux communautés, aux sociétés
de s'épanouir. Et donc, s'épanouir, ça veut dire être plus heureux, avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, se sentir bien, être plus positif, plus joyeux, en meilleure santé aussi, plus de réussite dans sa vie, etc. Et puis, du coup, de là, ont commencé à découler de nombreuses théories, des recherches, donc des scientifiques qui ont fait des études sur des êtres humains, sur des individus, sur des groupes, des expériences, des analyses, des statistiques. Et là, voilà, on rentre dans tout ce qui est lié à des théories autour de la psychologie positive pour comprendre quel est le fonctionnement. Et là, ils appellent ça le fonctionnement optimal, donc c'est-à-dire comment on peut nous fonctionner dans notre quotidien pour être plus heureux. Dans le quotidien, optimal, ça ne veut pas dire parfait. Ça ne veut pas dire qu'il y a une clé magique, qu'il n'y a aucun secret magique pour pouvoir être plus heureux, être plus positif, être plus optimiste et avoir confiance en soi. On est vraiment dans des clés générales, mais avec des pratiques à expérimenter, mais avec des statistiques qui finissent par démontrer que certaines pratiques sont quand même plus favorables que d'autres à l'épanouissement et à l'estime de soi. Deux autres points quand même importants à préciser sur les bases de la psychologie positive avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a eu aussi des recherches sur tout ce qui est neurobiologie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des chercheurs qui se sont intéressés du point de vue des neurosciences, donc l'analyse du fonctionnement des neurones, du cerveau, des cognitions, etc., des hormones, du système hormonal, mais aussi jusqu'aux gènes pour savoir est-ce qu'il y a une origine génétique au positif, à l'optimisme, au bonheur. Est-ce que ça se modifie ou est-ce qu'on est né comme on est? Et voilà, la fameuse question, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez la sensation que le positif, l'estime de soi, etc., c'est quelque chose que vous avez depuis votre naissance et que c'est comme ça pour toute la vie? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité d'évoluer et de faire évoluer cette dimension-là chez vous? Voilà. Donc là, l'idée, c'est de comprendre que la recherche, voilà, pour moi, le bonheur, ça s'apprend, tout à fait. Ça s'apprend et même, vous allez voir que même les gènes peuvent évoluer dans ce sens-là. En fait, on a tous un gène qui s'appelle le gène du bonheur, le HTTP5. Et donc, du coup, ce gène-là est plus ou moins long si on a on va dire la sensibilité génétique à s'épanouir et à être positif, à être optimiste. Seulement, en fait, il se démontre que, oui, évidemment, si j'ai deux parents très positifs, etc., si j'ai deux parents qui ont très confiance en eux, j'ai plus de chances d'avoir moi-même confiance en moi et d'être plus positive. En revanche, il est possible, même avec deux parents pessimistes, négatifs et qui auraient eux-mêmes des gènes plus courts sur ce gène du bonheur, de développer son bonheur, d'apprendre à développer son estime de soi, sa confiance en soi, pour pouvoir être plus heureux tout au long de sa vie. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est que au cours de la vie, le gène évolue. Et donc, on a maintenant démontré qu'avec l'épigénétique, on peut, grâce à des environnements, à des actions, à des façons de penser, même carrément avoir un impact sur notre génétique. Donc non, la génétique n'influence pas directement notre estime de soi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de départ, de bien comprendre que pour pouvoir gagner en estime de soi, en confiance en soi, en optimisme, cultiver sa positive attitude, c'est possible et tout au long de la vie, voilà, comme le dit très bien Gisèle. Maintenant, il y a des critiques et des limites et donc attention, je mets tout de suite un bémol parce que quand on voit une conférence qui s'appelle Cultiver la positive attitude, comme là c'est le cas, il y a tout de suite, et je suis sûre que vous y l'avez ne serait-ce qu'évoqué un petit peu, des pensées du style oui, on va répéter des pensées positives et ça va aller mieux, ou alors c'est un peu le monde des bisounours, ouais, si c'était aussi facile, ça se saurait, etc. Il y a beaucoup de freins comme ça, psychologiques, sociaux, et donc en fait, il se trouve que il y a même des recherches qui démontrent que oui, effectivement, par exemple, la pensée positive, vous avez sans doute entendu parler de la méthode Coué, qui est de se répéter le matin devant le miroir, je vais bien, tout va bien, et chaque jour je vais de mieux en mieux, des phrases un petit peu comme ça, et dans l'idée de ce courant qui est toujours actif, d'avoir des affirmations positives tous les jours. Mais là, attention, parce que oui, dans certains cas, les affirmations positives peuvent contribuer à vous donner de l'estime de vous-même, du bonheur, du positif. En revanche, pas dans toutes les situations. La recherche s'est posée de cette façon-là. En fait, ils ont étudié sur je ne sais plus combien d'échantillons de population, mais un certain nombre vraiment conséquent pour pouvoir avoir des résultats fiables, le fait que les personnes ils ont fait des tests au départ pour voir le niveau d'estime d'elles-mêmes des personnes au départ.
Et donc, les personnes qui avaient une bonne estime d'elles-mêmes, elles ont répété des affirmations positives pendant plusieurs jours. Toutes celles qui avaient une bonne estime d'elles-mêmes au départ, qui ont répété ces affirmations, ont effectivement encore plus gagné en estime d'elles-mêmes et en positif et en bonheur, en bien-être, etc. En revanche, les personnes qui au départ n'avaient pas forcément une très haute estime d'elles-mêmes ont, elles, au contraire, vu même baisser leur niveau d'estime, leur niveau de bien-être et leur niveau de bonheur. Donc ça veut dire que, attention, ne répétons pas des phrases, et vous, si vous êtes amené à faire des affirmations positives, si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, vous avez envie de tester, ne répétez que si vous croyez dans les phrases, si elles sonnent juste pour vous. Parce qu'en fait, si je me répète, ce matin, je suis en pleine forme, parce qu'en fait, j'ai passé une nuit, j'étais crevée. Ce matin, je suis en pleine forme, ce matin, je suis en pleine forme. Sauf qu'en fait, je suis fatiguée. Le fait de me dire je suis en pleine forme, alors qu'au fond de moi, je sens que je suis fatiguée, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive et émotionnelle. Et en fait, je n'arrive pas à y croire et mon corps ne l'interprète pas comme ça. Et là, il y a un bug, en fait. C'est donc le cerveau, au contraire, s'est dit, mais je suis nulle, j'y arrive pas. Ah là là, c'est vraiment, si moi-même, même avec des affirmations, je n'y arrive pas, il y a même une baisse d'estime de soi. On se sent nul dans cette situation. Il est possible de remodifier les affirmations. Au lieu de dire « aujourd'hui, je suis en pleine forme », alors que je n'y crois pas, je peux dire « bon, aujourd'hui, je suis fatiguée pour le moment, mais je vais faire de mon mieux pour être de plus en plus en forme dans la journée. » Et là, c'est OK, je vais faire de mon mieux pour. Donc là, je mets une intention, ce qui n'est pas la même chose. Une affirmation positive sera valable que si elle est posée dans une intention dans laquelle on croit, dans une façon de parler. Je ne vais pas dire je suis une personne merveilleuse si moi-même je n'y crois pas. Par contre, je peux dire je fais de mon mieux, je suis quelqu'un de bien, si j'arrive à le prononcer, et j'ai envie d'être de mieux en mieux, par exemple. Donc, mais est-ce que vous sentez la différence dans cette première subtilité sur laquelle je voulais insister aujourd'hui? Attention, les affirmations, modifiez-les. Voilà, comme tu le dis, Françoise, en plus, on peut les modifier dans le temps pour jusqu'à ce qu'on y croit. Et plus on va répéter une phrase, je suis de mieux en mieux, puis au bout d'un moment, on va vraiment y croire. En fait, je suis bien. Et le jour où on arrive à dire, oui, je suis bien. Ah, là, je suis vraiment bien. Waouh, là en ce moment, je suis en pleine forme. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de la vérité. Donc oui aux affirmations positives, mais attention. Donc vous voyez que par exemple, dans les limites, et c'est là que la recherche scientifique nous aide, c'est de ne pas faire n'importe quoi qui pourrait avoir un effet contre-productif, pensant que en faisant des actions positives, on va toujours être dans le positif. Non, c'est pas le cas. En fait, il faut le faire dans une certaine mesure. Tout comme le monde des bisounours, ça j'aime bien, pour la petite anecdote est terminée sur cette partie-là. On parle souvent du monde des bisounours, etc. Donc là, je trouve ça assez mignon parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des bisounours, mais ce sont des petits oursons et d'ailleurs, en anglais, ça s'appelle the Care Bears. Et ce sont les oursons qui prennent soin d'eux. Des autres, des oursons qui prennent soin du monde, des autres, etc. Et en fait, ils ont chacun un symbole sur leur ventre. Et ce symbole, ça représente leur force, leur qualité. Et il faut savoir que justement, en psychologie positive, on s'est intéressé aux forces et aux talents et aux capacités personnelles de chacun qui contribuent à être plus positif, à être plus heureux. Et en fait, quand on a mis le doigt et l'accent et qu'on valorise son talent et ses qualités, on a plus de facilité à s'épanouir. Donc finalement, le monde des bisounours n'est pas si loin de ce vers quoi on aimerait tendre, c'est-à-dire identifier ses forces, les mettre en valeur et les utiliser au service du bien-être collectif, puisque les bisounours étaient là aussi pour s'entraider. Donc je trouve que c'est quand même assez parlant finalement, donc pourquoi pas. Et donc, tyrannie du bonheur, pour terminer la dernière limite, c'est qu'il n'y a aucune injonction qui vous dit « soyez heureux, faites ci, faites ça ». Ce sont des informations qui sont partagées, des outils qui sont proposés, des techniques qui sont proposées par-ci, par-là, des passionnés de tout ça qui ont envie d'aider les autres pour les personnes qui ont envie de les utiliser. Maintenant, si vous n'avez pas envie de les utiliser, personne ne vous forcera à le faire. On ne peut pas forcer quelqu'un à être plus heureux. C'est le fondamental. La première étape, c'est d'avoir envie d'être heureux, avoir envie d'être plus positif. Donc, j'ai envie de dire, vous avez mis des notes sur une échelle de 1 à 10 sur votre niveau de positif aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous avez envie de devenir plus positif, ce qui n'est pas pareil. Des fois, on n'y croit pas trop, ou on n'est pas trop motivé. Donc, vous, à quel point vous avez envie d'y arriver, parce que ça commence par vous. C'est pas moi qui vais vous changer, c'est votre motivation à vous qui va faire que ce sera possible. Waouh, bravo, que de 10, quelques petits 9. Donc, vous voyez qu'il y a quand même encore des petites résistances pour pas réussir à aller à 10. Je suis anxieuse de nature et les affirmations positives m'ont aidée. Tant mieux, tu vois, c'est vraiment, il faut trouver les bonnes affirmations et je suis contente que ça puisse aider un certain temps. Alors là aussi, tiens, je rebondis pour une recherche aussi là-dessus qui a été faite, sur le fait qu'une technique
qui peut nous aider à un certain moment à être plus positif, à être mieux dans sa peau, etc., va être valable un certain temps et qu'on a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Donc, c'est notre capacité à nous adapter à tout. Et hédonique, donc au bonheur hédonique, si vous vous rappelez au début. L'adaptation hédonique, c'est notre capacité d'être humain à ce que tout ce qui est génial au début perde sa saveur dans la répétition. Si vous mangez une glace que vous adorez aujourd'hui et que vous en mangez tous les jours, ça peut encore aller. Si vous en mangez matin, midi et soir, il y a un moment donné, si vous en mangez 10 fois par jour, vous allez même vous dire ah, « non mais là ça va, stop, quoi, c'est plus possible ». En fait, l'excès de répétition d'une même technique finira par s'absorber. D'où l'idée qu'il n'y a pas une seule technique qui va vous aider, mais qu'il y a celle qui va marcher à un moment donné dans un contexte pour vous. Il faut la tester. Tant qu'elle fonctionne, continuez. Et quand elle ne fonctionne plus, arrêtez, cherchez une nouvelle technique. Voilà. Ok, alors je continue et on va passer au deuxième niveau. Du coup, tout ce qui va nous aider dans toutes ces recherches de psychologie positive pour nous aider justement à être plus heureux individuellement et à être dans une meilleure estime de nous-mêmes au niveau individuel. Donc là, on se concentre sur nous au niveau personnel. Ok ? Hop là. La première étape, évidemment, c'est de travailler sur nos émotions positives. Et ça paraît tellement évident, et pourtant, je vous invite à me mettre dans le chat le nom d'émotions positives qui vous viennent à l'esprit. Mettez-moi des émotions positives. Vous en écrivez quelques-unes, les premières qui vous viennent à l'esprit. Et puis, juste après, vous allez me mettre, alors je vais attendre déjà qu'il y ait quelques, voilà. Joie, ok. Donc, rire, ok. Ça ne va pas hyper vite non plus, vous voyez. Retrouvailles, gratitude, amour, fierté, c'est déjà bien. Partage, le parfum d'une fleur. Alors, ce n'est pas une émotion, c'est un facteur qui va nous provoquer une émotion. Bonheur, joie de vivre, etc. Mettez-moi des émotions négatives. Maintenant, d'autres émotions, des émotions négatives. Donc là, on va avoir tristesse, colère aussi, solitude, peur. Donc on a aussi amour, joie, réussite, etc. de l'autre côté. Tristesse, peur, dépit, dégoût, pleurs. Alors j'en passe, anxiété, angoisse, tristesse, angoisse, solitude, rejet, crainte, énervement. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein d'émotions. Seulement, là aussi, l'être humain a cette tendance, et ça vient de notre évolution en tant qu'être humain, à mettre de l'attention sur les émotions négatives plus que sur les émotions positives. Et c'était au départ un instinct de protection. La peur a une utilité, c'est pour se défendre. La colère, c'est pour avoir de l'énergie pour attaquer ou obtenir ce dont on a besoin. La honte, c'est pour éviter de faire des choses dont on ne serait pas fier. Donc c'était au départ des protections. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend des démesures extrêmes dans notre société qui n'ont plus lieu d'être. On a peur de choses qui ne nous mettent pas réellement en danger. Donc, du coup, les angoisses sont des peurs démesurées, par exemple. Ça n'a plus de sens quelque part, malheureusement. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On subit parfois ces émotions-là. Et j'imagine que parmi vous, tout à l'heure, par exemple, une d'entre vous a dit qu'elle souffrait d'anxiété régulière. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont des crises d'angoisse parfois, d'autres qui se mettent souvent en colère, d'autres qui ont plutôt peur d'avancer dans la vie. Et souvent, les émotions négatives ont tendance à prendre le dessus sur les émotions positives. C'est malheureux, mais c'est souvent le cas. Maintenant, c'est parce qu'on nous éduque aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans notre culture, on ne nous apprend pas à l'école des exercices sur la joie, on ne nous apprend pas à accueillir la peur, à parler de la colère. Un peu plus maintenant, ça commence à arriver un petit peu dans les écoles, mais c'est vrai qu'avant, c'était la sanction, la punition, les règles, on se tait, on ne s'exprime pas, on ne rit pas, on rit pas trop fort. On minimisait même toutes les émotions positives. On n'exprime pas qu'on est content à l'école, c'est pas le but, quoi. Donc, on est conditionné dans un environnement dans lequel on met sous une cloche nos émotions, quelles qu'elles soient. Et du coup, les émotions négatives ont tendance à prendre le dessus et à ne pas pouvoir se libérer. Et elles prennent toute la place pour empêcher les émotions positives de pouvoir s'exprimer en plus. Donc là, nous, ce qu'on peut déjà faire, un premier point, une première clé pour avoir une meilleure estime de soi, une meilleure vie, plus de bonheur, c'est de réapprendre à identifier, à nommer comme là des émotions positives, à les savourer, à les varier dans notre vie, à prendre du temps pour aller explorer chacune de ces émotions, à les verbaliser, les exprimer, les partager. Une émotion prend de l'ampleur quand on la partage, à la renforcer, à trouver des situations dans lesquelles on peut en vivre encore plus, à capitaliser ces émotions positives. C'est plus je les partage avec les autres, plus elles se renforcent chez moi, plus elles vont se renforcer chez l'autre, plus elles vont en plus renforcer la relation en elle-même. Donc c'est vraiment tout ça. Donc j'ai envie de vous demander, racontez-moi tous aujourd'hui une petite anecdote, un petit moment dans lequel vous avez vécu une émotion positive aujourd'hui dans la journée. Et rien que de se connecter à ces émotions positives,
crée, et là c'est là que ça rejoint les neurosciences, crée des hormones du bien-être que sont l'endorphine, la sérotonine, notamment là la sérotonine, c'est ce genre de questions, mais ça peut être aussi de la dopamine si c'est quelque chose d'excitant. Enfin voilà, ça va créer des hormones du bonheur, le simple fait de se raccrocher à des souvenirs positifs et de les partager et de lire ceux des autres. Donc là, moi, je vais mettre tout mon cœur à lire les vôtres si j'y arrive. Une méditation de ma fille, la conférence de ma fille, excusez-moi, ça va très vite, c'est pas facile. Prendre le temps, la clarté du soleil, apprécier la clarté du soleil, la marche avec le soleil, un appel téléphonique d'une amie, les retrouvailles d'une ancienne collègue, les retrouvailles aussi d'une amie, la randonnée dans la nature. Super. Donc, vous voyez qu'il y a des moments comme ça et c'est précieux. Donc, c'est précieux de les anticiper. Il faut savoir que, pareil, ils ont démontré qu'on produit autant d'hormones du bien-être à se projeter sur des moments positifs, à les vivre quand on prend le temps de les vivre en pleine conscience, et ensuite à les savourer après coup pour s'en rappeler et les partager avec d'autres personnes. Toutes ces étapes-là sont autant de moyens de renforcer nos émotions positives dans le quotidien. Et de chercher aussi, d'identifier, donc là ma deuxième question, c'est quelle est l'émotion positive que vous aimeriez ressentir davantage ? Alors, il y avait caresser son chien, prendre le temps de faire du shopping, marche avec des amis, visite d'une expo avec une photographe aveugle. Waouh! Regarder le webinaire avec ma femme. Ouais, j'adore, c'est cool. Alors, ce que vous aimeriez ressentir davantage, la liberté par exemple, la plénitude pour une autre, la joie pour Véronique, ok. La joie, être plus souvent en famille. Donc, pour ressentir quoi? Parce que tu vois, être plus souvent en famille, c'est pas l'émotion. Donc, essayez d'aller chercher l'émotion que vous avez envie de ressentir. Est-ce que c'est l'amour, la complicité, le rire en famille, le partage? Pour certaines, c'est la confiance, la plénitude, la sérénité. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez faire, et c'est comme ça qu'on peut y arriver, pour que demain, vous fassiez quelque chose qui provoque l'émotion là que vous avez proposée. Donc là, par exemple, Nicole qui nous dit sérénité. Demain, qu'est-ce que tu pourrais faire comme petite action? Un premier pas déjà, mais dans une intention vraiment de te dire, demain, j'ai envie de vivre au moins un moment de sérénité. Ça serait quoi? Et vous voyez, en vous posant ce genre de questions, vous conditionnez votre cerveau à commencer à vous mettre en action dans une attitude positive et à commencer à ne plus subir et attendre que ça arrive, mais à aller vers ce qu'on appelle être proactif en fait de soi. Donc par exemple, Sophie, demain, ce serait prendre du temps pour soi. Ça, tu peux, c'est déjà bien, mais tu peux l'affiner. Tu peux te dire, OK, prendre du temps pour moi, ce serait quoi? Ce serait quel temps j'ai besoin de prendre pour moi? Est-ce que c'est d'aller faire du sport pour avoir de l'énergie? Est-ce que c'est un bon massage pour me détendre? Est-ce que c'est de me reposer dans la nature? Est-ce que c'est de passer un bon moment avec quelqu'un? Tu vois, soyez précis dans ce que vous avez envie. Donc, par exemple, pour Noira, sera me balader dans la forêt demain. Super. Me faire des soins dans ma salle de bain, Vanessa. Génial. Aller au musée, fais aujourd'hui. Tant mieux. Qu'est-ce que tu peux faire demain? Me poser pour lâcher prise. C'est quoi me poser? C'est me poser et faire une sieste, c'est me poser, lire un petit coup, c'est me poser, écouter une musique, c'est me poser au soleil dehors et prendre un bon petit thé et apprécier ce moment-là. Voilà. Chacun, trouvez. Vous comprenez le système? Prenez ce temps de vous poser ce genre de choses et chaque matin, vous pouvez vous poser cette question. Quelle émotion j'ai envie de ressentir plus en ce moment? De quoi j'ai besoin? Et qu'est-ce que je pourrais déjà faire au moins un moment dans ma journée dans ce sens-là, pour ne plus courir après le temps et subir le temps, mais vraiment choisir la qualité de vos temps. Ok? Allez, je continue parce que le temps passe vite. Derrière, il y a ce qu'on appelle une vie engagée, qui est une deuxième clé. Une vie engagée, c'est une vie dans laquelle on choisit, on devient acteur justement, en fonction de qui l'on est réellement. Donc, c'est déjà d'apprendre à mieux se connaître, ses talents, ses goûts, ce petit symbole qu'on a sur le ventre comme les bisounours, sa force. Et il y a un test qui s'appelle le test des forces de caractère. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Je peux même vous le mettre dans le chat. Alors, vous devez le voir. Viami.org, au départ, c'est un site qui semble en anglais, mais vous pouvez choisir de le mettre en français. Et c'est un test gratuit qui vous permet de répondre à quand même 120 questions. Donc, ça permet de prendre un petit peu de temps. Mais c'est sympa, c'est des questions pour mieux apprendre à se connaître, etc. Et à la fin, ça nous donne une série de qualités, de forces, de talents, ce qui s'appelle des forces de caractère, qui vous décrivent vous personnellement en fonction de vos réponses. Et de là, en fait, grâce à ces éléments-là, en fait, vous allez pouvoir connaître ce qu'on appelle vos forces signatures. Et ce sont les forces naturelles que vous pourrez utiliser pour pouvoir être plus efficace, plus serein, plus épanoui, meilleure relation avec les autres, parce que c'est vraiment vous. Vous ne vous cacherez plus derrière ce qu'on attend de vous, ce que vous pensez que vous êtes, ou ce que vous pensez que il faut être comme ça dans telle société ou autre. Essayez d'être toujours une vie engagée, c'est une vie engagée à être le plus soi-même possible. Et la positive attitude est beaucoup plus présente quand on est soi jusqu'au bout, en fait. Qu'on ne cherche pas à plaire aux autres, à correspondre à des normes, à des attentes. Ok? C'est viami.org. Alors, c'est un résumé en anglais, Valor in Action, VIAME, moi.
Je l'ai mis dans le chat, peut-être si quelqu'un peut le remettre, n'hésitez pas. Et derrière, vous pourrez le retrouver. C'est le test, c'est un test qui a été réalisé justement par Martin Seligman et des associés de collègues collaborateurs depuis, qui a permis d'élaborer 24 forces de caractère qui sont parmi les plus communes à toutes les personnes les plus épanouies et positives dans le monde, et qu'on ne retrouve pas chez les personnes les moins épanouies et positives dans le monde. Donc, ce sont vraiment des forces de caractère qui contribuent fondamentalement à notre mieux-être. Donc, se connecter à ces forces-là, les utiliser, les mettre en action, donc valeur in action, c'est vraiment ça, c'est dans le sens de se dire, si moi, par exemple, la créativité était ma valeur numéro 1, bah, c'est vraiment de se dire, quand j'ai besoin d'un projet et que je suis un peu bloquée, je me dis, OK, comment je peux utiliser ma créativité pour trouver des solutions dans ce problème-là? Et là, d'un coup, la créativité étant une force facile pour moi, je ne fais pas d'efforts, eh ben, je vais avoir des idées innovantes, etc. et je vais pouvoir l'utiliser à cette force-là. Par contre, si quelqu'un a la créativité tout en bas et qu'on lui demande d'être créatif, lui, ça va pas être forcément facile et ça va pas le rendre épanoui, positif, fier de lui. Il va se sentir au contraire dans un manque d'estime. Par contre, en utilisant ses forces, on se sent efficace, donc on se sent plus sûr de soi, meilleure estime de soi. Donc voilà, une vie engagée par exemple, et ça nous permet de vivre ce qu'on appelle des moments de flow, que vous connaissez sans doute, c'est le fameux moment où un artiste peintre est à fond dans son œuvre, il voit plus le temps passer, ou quand vous êtes dans une discussion passionnante et que le temps passe super vite et que vous dites waouh, et bien là c'est que vous vivez un moment de flow, vous êtes engagé dans l'instant présent à fond, et là vous vivez votre meilleure vie, quoi. C'est aussi de pas rester dans des moments où vous survivez, où vous êtes là à attendre, à rien faire. Vivez des moments dans lesquels vous êtes engagé pleinement et où vous êtes, même si ce n'est pas dans l'activité, mais dans la conscience d'eux et le lien émotionnel et le lien intellectuel avec ce que vous êtes en train de vivre. Et en lien avec vos passions idéalement. Et puis enfin, une vie pleine de sens, puisque ça rejoint l'approche eudémonique du bonheur, c'est-à-dire qu'on est plus épanoui, on a une meilleure estime de nous-mêmes quand on se sent utile. Donc évidemment, quand j'arrive à aider quelqu'un, quand j'arrive à me sentir utile, que ce soit dans mes activités professionnelles, dans du bénévolat, dans ma vie quotidienne, à chaque fois que vous avez aidé quelqu'un, vous avez ressenti cette petite dose de récompense qu'est la dopamine, et ça contribue à du mieux-être, à de l'estime, à de la confiance. Et ça, c'est vraiment une chaîne comme ça de solidarité qu'on construit parce que on peut vraiment moi, quand j'aide quelqu'un, cette personne, ça lui fait autant de bien qu'à moi, et cette personne, ça lui donne envie d'aider quelqu'un d'autre, etc., etc. L'ikigai, c'est une méthode. Merci Françoise, parce que j'ai pas le temps parfois de développer tout ce qui est sur le diapo. L'ikigai, c'est une méthode qui permet de trouver le point central entre mes forces et mes talents naturels, ce pourquoi j'ai le plus envie de contribuer dans le monde, donc ce dont le monde a le plus besoin et sur quoi je peux me sentir utile, mes capacités, mes compétences et mes talents naturels, tout ce qui me met en joie, mes passions, etc. Et si en plus ça vient s'intégrer dans mon activité professionnelle ou dans mes activités associatives, et bien là je trouve mon ikigai central. Et donc là c'est vraiment pour ceux qui connaissent Okinawa, le pays, enfin les zones bleues dans le monde, les pays où il y a le maximum de centenaires, pour eux, ils ont tous travaillé leur ikigai. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont sur cette terre. L'ikigai, moi, par exemple, c'est de contribuer à plus de bonheur dans le monde, d'où mon intérêt pour la psychologie positive, par exemple, et tout ce que je fais comme conférence comme celle-ci. Mais il y en a d'autres, ça va être apporter plus de sérénité, apporter plus de paix, apporter plus de sens à la vie, de mettre de la joie dans la vie des gens qui m'entourent, de créer du lien dans les personnes. Voilà, c'est de trouver un petit peu ce côté mission, mais en fonction de qui on est. Et si ça vous intéresse, pour aller plus loin, vous cherchez, il y a un symbole qui s'appelle l'ikigai. Et ce symbole, c'est 4 cercles. Et après, il y a plein de questions possibles pour vraiment trouver son point central d'excellence, j'ai envie de dire, dans la vie. Voilà, se sentir vraiment utile et se rendre utile dans la vie avec l'envie de se lever chaque matin avec enthousiasme parce qu'on sait pourquoi on se lève. Et pareil, quand je me sens utile, que je me lève, forcément, j'ai une meilleure estime de moi que de me dire « mais j'ai rien fait de cette journée, à quoi bon de se lever encore une journée de plus ?» Donc, trouvez de l'utilité, engagez-vous, faites des actions pour les autres avec les autres, profitez de l'instant présent, hein, je le rappelle, avec les émotions positives, engagez-vous dans des activités qui vous réveillent, qui vous stimulent, qui vous animent de l'intérieur, et rendez-vous utile auprès des autres. Et déjà là, rien qu'avec ces 3 premières clés-là, vous aurez plus de chances d'être dans une positive attitude, c'est certain. Mais c'est pas tout, il y a ensuite une vie en pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est d'être dans l'instant présent.
Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a, mais on est souvent un peu happé par le passé, ce qui s'est passé avant, notre histoire, ou même la veille, ou une histoire qui vient de se passer il y a 3 jours, mais c'est encore présent dans notre tête. Voilà, on a du mal à lâcher prise de ça, mais il y en a d'autres qui ont du mal à lâcher prise du futur, de la pression de ce qu'on doit faire, de l'organisation, d'un événement, d'un anniversaire. Voilà. Et pour certains, c'est plus dur de lâcher prise sur le futur, par exemple, où je suis avec quelqu'un, mais je suis déjà en train de penser, j'ai pas fait les courses, j'ai pas fait le truc. Là, je suis pas dans l'instant présent. Donc oui, la MBSR, c'est une des techniques de pleine conscience. Mindfulness, MBSR, il y a tout ce qui est méditation, en fait, peut vous aider, mais même sans aller jusqu'à la méditation, c'est ce qui est le plus prôné pour développer ça, c'est de réapprendre à être ici et maintenant. Respirer, ralentir, être juste là, sans se mettre de pression. Ni sur le passé, ça fait partie du passé. L'avenir n'est pas encore là. Des fois, je peux me mettre dans l'instant présent pour me projeter sur l'avenir en pleine conscience. Je peux me mettre dans l'instant présent pour me rappeler un beau souvenir en pleine conscience. Mais c'est vraiment de choisir, en fait, d'être dans le choix de l'instant présent, d'être connecté dans l'instant présent. Là, vous êtes là, vous voyez, moi, je suis avec vous, je suis présente, je suis connectée à vous. Je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait cet après-midi ni à ce que je vais faire demain soir. Et ceci dit, rien que le fait de le dire, mon cerveau se connecte à des souvenirs d'hier et de demain. Donc, c'est vraiment de se dire, non, c'est ici que je suis avec vous et c'est là que j'ai envie d'être. OK ? Donc, ça, c'est une autre clé. Ensuite, évidemment, il y a la santé qui va être une clé aussi. Une personne malade, fatiguée, angoissée, stressée, avec des douleurs chroniques, ça sera plus compliqué d'être épanouie, d'être enjoué et d'avoir une estime de soi. On se sent moins bien, évidemment, quand on est fragile, quand on ne se sent pas en pleine santé. Donc oui, bien sûr que la pleine santé contribue au bonheur et que le bonheur contribue à la pleine santé. Et ça, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un cercle vertueux. Ça a été démontré dans toutes les recherches, il n'y en a pas une qui dira le contraire. Plus vous allez manger équilibré, bien dormir, faire un minimum d'activité physique, et il est démontré, par exemple, que des personnes qui sont atteintes de dépression, il suffit de faire 3 marches de 20 minutes à un rythme modéré dans la semaine, ce sera plus efficace que de prendre des antidépresseurs. Quand on y met une intention de bien profiter de la pleine conscience, de bien respirer, etc., le corps refonctionne et le fait d'aller en extérieur, de marcher, de respirer, d'être en mouvement, ça redonne de la fierté, ça crée des hormones qui sont liées à la fierté et à l'estime de soi. On ressent cette petite dose de « je suis contente, j'ai marché, ça fait du bien ». Ou faire du vélo, évidemment, ou n'importe quelle activité physique. Donc là on va dire que l'expérience était sur la marche modérée, ce qui permet de démontrer que n'importe quelle activité physique, si même la marche est possible, toute activité physique fera du bien. Il ne s'agit pas de faire forcément des trucs très intenses ou trop fréquents, mais c'est plutôt, il vaut mieux le faire de façon régulière et modérée. Ça sera toujours plus efficace que de faire 1 heure à fond et après de plus rien faire pendant 5 jours. Donc voilà. Et donc du coup, la vie en pleine santé, c'est vraiment une base, prendre soin de sa santé, de son corps, du véhicule, parce que c'est la base aussi pour une vie épanouie. Et puis évidemment, il y a toute la partie de vivre une vie sereine face aux épreuves de la vie. Et c'est là qu'on va pouvoir répondre à certaines de vos questions sur comment réagir face à la mort, la maladie, les difficultés financières, matérielles, pratiques, là comme je le vois. Ou même là, je vois, on parle de cancer, mais dans un autre point de vue. Mais il peut y avoir plein de sujets où on se dit, en fait, la vie n'est pas facile. La vie ne sera jamais fluide pour tout le monde. Ça n'existe pas une vie parfaite. Donc là, ils ont étudié aussi comment ça se fait qu'il y a des personnes qui, malgré des traumatismes, malgré la maladie, malgré des difficultés financières ou autres, parviennent à être heureuses, alors que d'autres n'y parviennent pas. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que c'est vraiment un état d'esprit avant tout, c'est une vision des choses, c'est de savoir mettre le focus sur ce qui va bien, d'accepter que tout n'est pas parfait, donc il y a l'acceptation de l'imperfection de la vie, de l'imperfection des autres, de ses propres imperfections, accepter, ok, même méditer sur ça et de se dire, ok, là, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, là, je n'ai pas la somme qu'il me faut, là, ça y est, je suis malade ou mon mari vient de mourir et c'est... on ne peut pas faire autrement à un moment donné qu'accepter. Et je sais que c'est difficile, c'est un travail à faire, on peut se faire aider. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ça commence par l'acceptation, ensuite à faire avec, continuer à avancer malgré l'épreuve et la difficulté. Et ensuite, il y a trouver du sens. La résilience, c'est en quoi ça peut m'aider à avancer. Qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage, comme leçon, comme force pour aller de l'avant. Et combien de personnes qui ont été victimes d'un cancer, par exemple,
se sont finalement ensuite engagés dans des associations de lutte contre le cancer? Combien de personnes ayant perdu des proches s'engagent dans des associations de soutien aux personnes endeuillées? Et donc, ça donne du sens à notre vie. Et c'est comme ça que la plupart des gens parviennent à se relever des difficultés. Et après, il y a la résilience quotidienne. Comment faire quand tous les jours je suis agressée par mon patron, par mon voisin, etc. Là aussi, c'est d'apprendre à accepter, accueillir, à être dans la bienveillance pour soi, pour les autres et pour le monde, développer une communication bienveillante, enfin, il y a plein de clés, etc. Mais en tout cas, c'est la résilience qui va être la clé pour pouvoir s'épanouir malgré les épreuves de la vie inévitables. Le but, c'est de ne pas se dire je vais tout faire pour ne pas avoir de problème, mais c'est de se dire je vais tout faire pour avoir le meilleur terrain possible d'énergie avec tout ce qu'on a vu avant, pour ensuite, s'il m'arrive des épreuves dans la vie, je sois la plus forte possible pour y faire face, mieux le vivre possible et m'en relever le plus rapidement possible. Je peux tomber 10 fois, je me relève 11 fois et à chaque fois, je suis plus forte. C'est ça, c'est l'état d'esprit de la résilience. Je sais que c'est pas facile, mais il est toujours temps et j'ai connu des révélations de résilience à tout âge et à tout moment de vie et face à toutes les épreuves. Et vraiment, ça se travaille, on peut se faire accompagner et il y a ce qu'on appelle derrière la croissance post-traumatique. Et donc là, c'est derrière le côté je ressors plus fort que le trauma que j'ai vécu. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà. Effectivement, quand on a perdu quelqu'un, on a du mal à s'en remettre. Mais soit je subis et je ne fais rien. Et là, effectivement, tu ne t'en remettras pas. Soit tu prends la décision, et c'est pour ça que je demandais la question, est-ce que tu as envie, à quel point tu as envie de t'en sortir? Est-ce que tu peux prendre la décision de te dire, je vais continuer à vivre ma vie le mieux possible parce que de toute façon, ma maman, qu'est-ce qu'elle voudrait? C'est que je profite de la vie, tu vois. Et donc, est-ce que je peux écrire une lettre à ma mère pour lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté, tu me manques, je t'aime, etc. Je te pardonne et je m'excuse, tous ces mots-là qui font du bien. Et je vais tout faire maintenant pour profiter de ma vie, en fait. Et je sais que tu seras à mes côtés, que tu vas prendre soin de moi d'une façon ou d'une autre, selon tes croyances aussi. Je ne sais pas où tu en es dans ces croyances-là, mais chacun doit trouver sa façon de trouver de la force pour se dire, au lieu de subir un décès, je vais choisir de profiter encore plus de la vie. Vous voyez que le focus, il est là en fait. C'est un angle de perception qui permet de changer d'état d'esprit. Okay, voilà, où par exemple, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans et je pense souvent à lui en me remémorant que les bons moments. Par exemple, tu vois, ça donne de la force. Ou quelles étaient ses forces, quels étaient ses talents, que je pourrais me dire, bah voilà, il m'a été utile et encore aujourd'hui, je peux m'en servir. Voilà. Et en plus, si ta mère t'a dit, voilà, prends soin de toi, ma fille, tu vois, est-ce que c'est lui rendre service que de souffrir encore aujourd'hui? C'est pas ce qu'elle voudrait. Vous, imaginez-vous, vos propres enfants, ceux qui en ont. Est-ce que le jour où vous allez mourir, vous avez envie que vos enfants souffrent pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans? Moi, je le souhaite pas à mes enfants. J'espère qu'ils arriveront à se relever, à profiter de la vie. J'espère leur donner cette force-là. Donc, vous voyez, changer de regard. OK? Allez, on va maintenant au niveau du collectif, du relationnel, même si on a déjà commencé un petit peu à l'aborder très rapidement. Les relations positives, donc là, c'est de se poser la question très simplement. Aujourd'hui, dans votre environnement, si vous faisiez la liste des 10, allez, peut-être même 20 personnes que vous côtoyez le plus dans votre vie, mettez un petit plus à côté des personnes qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la confiance en vous, de l'estime de vous, avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez une belle personne, reconnue, aimée, enfin voilà, une personne qui vous donne de l'énergie positive. Vous mettez rien quand c'est juste une personne qui est là, et vous mettez un moins à côté d'une personne qui, elle, va plutôt avoir tendance à vous baisser, à vous tirer vers le bas, à vous... soit vous rabaisser parce qu'elle vous humilie, elle vous critique ou autre, soit vous baissez en énergie parce qu'elle-même, elle se plaint tout le temps ou qu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas ou c'est pas en accord avec vos valeurs. Et donc, posez-vous la question. Alors là, c'est pas une note sur une échelle de 1 à 10 pour une fois. Celle-là, ce sera un exercice à faire en dehors pour vous. C'est lister, voilà, ces personnes-là et identifier. Alors, s'il y a un numéro à faire, ce serait plutôt combien de personnes vous avez de positives dans votre vie qui vous tirent vers le haut? C'est peut-être ça la réponse que tu as donnée d'ailleurs, Françoise ou Sophie. Et donc là, ça va être de se dire vers qui je peux aller un peu plus parmi les personnes qui me tirent vers le haut? Comment je peux aller un peu plus? Est-ce que là, je pourrais pas lui envoyer un message tout de suite ce soir en lui disant, écoute, là, j'avais envie de t'envoyer un message parce que en fait, je réalise que tu m'apportes du positif dans ma vie, ça me fait du bien de te côtoyer. Je te remercie pour qui tu es et pour ce que tu m'apportes. Et donc là, ça fait du bien. Et la personne, elle, ça va évidemment lui faire du bien. Ça va renforcer votre relation et cette relation va être encore plus positive et va encore plus vous nourrir. Ne mettez pas toute votre attention sur les relations toxiques, pesantes ou négatives. Mettez plus d'énergie sur les relations plus positives et vous allez voir que vous-même, vous en ressortirez avec cette positive attitude beaucoup plus... on est influencé par... On dit souvent qu'on est la moyenne des énergies des 5 personnes que l'on côtoie le plus dans notre vie.
Donc, si vous avez 5 personnes très pessimistes autour de vous, c'est sûr que vous allez avoir du mal à développer votre positive attitude. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faut apprendre aussi à lâcher prise un peu, à non pas dire stop à tout, hein, c'est pas possible. Des fois, c'est des proches, c'est de la famille, c'est des collègues. Là, c'est vraiment de se dire, y mettre un peu moins de temps. Quand je ne suis plus avec eux, ne pas y penser, que ça ne vienne pas polluer mon énergie. Et par contre, penser à celles qui nous font du bien et mettre de l'énergie, de l'attention et plus de temps encore, si on peut, vers les autres. OK ? Voilà. Illimité en négatif. Tu vois, alors je sais pas comment tu t'appelles, mais 1 en positif, illimité en négatif, pour l'instant déjà, envoie un message à cette personne 1, tu vois, envoie un message et nourris cette énergie-là. Et peut-être qu'elle aura d'autres personnes autour de toi autour d'elle, qui pourront venir combler ton réseau, en fait. Et pourquoi pas, elles te mettent en lien avec d'autres personnes positives. Et peut-être qu'ici, ce soir, il y a des gens qui sont positifs. Est-ce que vous n'avez pas envie d'en profiter pour vous créer du lien entre vous? Je ne sais pas s'il y a des moyens de vous relier, de vous connecter entre vous, mais pourquoi pas, en fait, il est toujours possible. Je suis sûre que dans votre village, dans vos associations, il y a des gens plus positifs. Il y en a partout, des gens positifs. Seulement, il faut oser aller leur parler, il faut oser échanger, créer du lien. Donc ça, il y a un moment donné, encore une fois, si vous êtes motivé, c'est pas on dit souvent, je crois que c'est Einstein qui disait, alors j'ai plus la phrase, je suis désolée la phrase exacte, mais l'idée c'est si vous voulez obtenir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Donc si vous avez des résultats où en ce moment vous êtes avec un environnement très négatif autour de vous, c'est peut-être qu'il va falloir changer quelque chose pour attirer des personnes plus positives autour de vous. Je vous donne un petit exemple personnel. Je travaillais dans un espace de travail à un moment donné où il y avait des gens qui venaient faire leur pause dans notre espace commun. Elles avaient des bureaux, etc. Elles venaient dans l'espace commun. Et elles venaient pour se plaindre, pour râler, pour critiquer des autres collègues, les clients, etc. Et moi, en fait, quand elles venaient, ça me baissait mon énergie. Donc, je ne faisais plus attention à elle. J'avais décidé, quand elle venait, je continuais à travailler, je faisais et je prenais plus le temps de m'arrêter, de dire oh non, c'est pas vrai, je ne remplissais pas l'eau, le moulin de verbalisation négative, de critique, etc. En revanche, j'ai testé, et ça a marché, c'était déjà le début de mon expérimentation, et c'était il y a plus de 20 ans, dès qu'il y en a une qui disait quelque chose de positif, n'importe quoi, qui disait bon, sinon quand même j'étais voir un film hier soir, c'était sympa, donc même quelque chose comme ça, et moi je relevais en disant, et là je m'arrêtais, je disais ah ouais, c'était quoi comme film, raconte-moi pourquoi il était sympa, et là je mettais de l'énergie sur ce qui était agréable en fait pour moi d'écouter. Donc la personne, là elle a de l'attention, donc elle développe, elle est contente, alors que quand elle me parle des choses qui vont pas bien, elle n'a pas d'attention, donc elle n'est pas contente. On a tous besoin de reconnaissance. Ce qui s'est passé, à force de faire ça 1 fois, 2 fois, 10 fois avec plusieurs personnes, je vous promets qu'à peine au bout d'1 mois ou 2, les gens venaient dans la salle. Quand ils avaient un truc pour se plaindre, ils allaient voir un tel, ils allaient voir un tel. Et dès qu'ils avaient une bonne nouvelle ou un truc sympa à partager, ils se déplaçaient de bureau en bureau, ils venaient vers moi pour me dire oh, Cécile, je t'ai pas dit, hier j'ai une copine, elle m'a fait découvrir ça, c'est génial. Et en fait, j'ai attiré le positif parce que j'ai mis de l'énergie sur le positif de notre relation. Et donc, c'est comme ça qu'on peut entretenir des relations et attirer plus de relations positives. Et effectivement, le sourire est évidemment une des clés. Si vous êtes toujours enfermé, vous n'allez pas attirer les personnes positives. Une personne positive est attirée par les personnes qui sourient. Et donc, c'est un cercle vertueux, là encore une fois. Et sourire augmente les hormones du bien-être et de l'estime. Donc, on est mieux dans sa peau, on est mieux dans son corps, on a plus confiance. Et vous voyez, tout ça, c'est un cercle vertueux. Au niveau de l'intelligence relationnelle, c'est vraiment de développer des compétences relationnelles sociales. Donc là, il a été démontré que les personnes qui développent de l'empathie, de la bienveillance, une communication non violente, toutes ces clés-là sont autant de clés pour en plus avoir des échanges qui vont nourrir le positif dans la relation, mais aussi chez nous. Et c'est ce qu'on appelle non plus le test de QI, le quotient intellectuel, mais le QE, le quotient émotionnel. Et là aussi, si vous tapez test de QE sur Internet, vous avez la possibilité d'évaluer votre niveau de QE, donc quotient émotionnel, et ça va vous donner vos forces et peut-être vos points améliorés dans votre façon de communiquer aux autres. Et là, c'est aussi intéressant de travailler là-dessus parce que quand j'ai une meilleure relation avec les autres, parce que je communique mieux, je prends mieux en compte les besoins de l'autre, les émotions de l'autre, mes émotions, mes besoins, que j'apprends à tenir compte dans les communications, que j'apprends à prendre la bonne posture, d'être ni trop proche. L'empathie, c'est pas être dans l'éponge émotionnelle, et c'est pas être non plus dans le rejet total, c'est trouver un juste milieu entre les deux. Et donc, c'est vraiment, c'est autant de compétences qu'on peut acquérir. Ensuite, la communication positive, c'est que, par exemple, il a été démontré que les couples qui durent le plus longtemps, donc ça, j'aurai l'occasion d'y revenir juste après, ce sont des couples qui ont au moins, et là c'est fou quand même, 3 interactions positives pour 1 interaction négative.
Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un reproche dans un couple, pour trouver un bel équilibre et un couple qui dure, il faut au moins qu'il y ait 3 interactions positives autour dans la moyenne d'une journée. Donc, ça veut dire qu'ils ont étudié voilà, des couples, voilà, et ceux qui durent le plus longtemps, dans le temps, qui s'aiment et dans la durée où il y a le moins de divorces, c'est des statistiques sur des dizaines d'années, les divorces se multiplient quand les interactions négatives sont supérieures aux interactions positives au sein du couple. Donc, prenez du temps pour valoriser, vous intéresser à ce qui va bien, mettre en lumière ce que vous aimez chez l'autre, remercier l'autre, passer des moments positifs, dire « Ah, j'aime bien passer du temps avec toi ». Même là où on tombe dans cette routine, la fameuse adaptation hédonique dont je parlais au début, au bout d'un moment, regarder la télé avec son conjoint, c'est plus très intéressant, alors qu'au début, on adorait. Et petit à petit, si je vous disais, si l'autre n'était plus là, il vous manquerait en fait. C'est de reprendre conscience de la valeur des choses normales et d'y remettre de l'attention positive et communiquer sur ces choses positives du quotidien, les revaloriser, rappeler aux autres ce que vous aimez chez eux. Rappelez aux autres, remerciez-les pour toutes les actions, même si c'est des actions normales, entre guillemets, ça fait du bien. Donc voilà. Oui, se faire des compliments quand le corps vieillit, par exemple. C'est génial. Merci Patricia, c'est super. Allez, je continue. Là, le bonheur dans le couple, j'en ai déjà parlé un petit peu. La résonance positive, passer des temps ensemble et des temps qui vous plaisent à tous les deux. C'est-à-dire que le piège qui se fait, c'est que parfois, il a été démontré que des couples qui passent du temps ensemble, alors qu'il y en a un ou l'autre qui se sent forcé à être là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est l'idée de trouver des temps qui conviennent aux deux personnes. Et même si c'est des temps simples, moi, j'adore regarder des séries télé avec mon homme adore regarder des séries télé avec moi. Nous, c'est un temps de couple qu'on aime partager. On aime faire du sport ensemble. Par contre, moi, j'aime faire d'autres activités que lui n'aime pas. Lui, il aime faire du foot, regarder du foot. Moi, j'aime pas. C'est pas en passant du temps avec lui devant un match de foot que je vais être bien. Et ça va pas nous rapprocher, au contraire. Donc, c'est trouver des temps qui nous plaisent à tous les deux. Voilà, ça, c'est par exemple une des clés. Et c'est là qu'on peut avoir des micro-moments d'amour où on va être ensemble à un moment où on est tous les deux heureux et qu'en plus, on va se le partager. Là, c'est ce qu'on appelle un micro-moment d'amour. Il faut savoir que le sentiment amoureux, c'est pas un sentiment permanent, ça n'existe pas. C'est un cumul de plein de petits micro-moments d'amour. Et quand on se sent amoureux, c'est qu'on a régulièrement des petits micro-moments d'amour, alors que quand ils commencent à s'étaler, des fois, on a l'impression qu'on aime moins l'autre, par exemple. Voilà. Et donc, on se sent forcément dans une meilleure estime de soi, dans une meilleure posture de positive attitude, quand on est dans un couple dans lequel on se sent bien, qu'on se sent aimé, qu'on aime l'autre, etc. Donc, ça influence forcément notre attitude positive, alors que si notre conjoint nous critique, nous rabaisse, qu'on passe du temps toujours à se plaindre ensemble, qu'on n'arrive pas à passer des bons moments, forcément, c'est plus compliqué de se sentir positif, joyeux, etc. Et puis, on retrouve la même chose avec le bonheur en famille. Et là, on pourrait étudier carrément la psychogénéalogie. Mais alors, ce que j'aime, c'est sous un angle positif. Donc, c'est de se dire, et si finalement, on s'intéressait non plus simplement aux secrets de famille, aux maladies de famille, aux décès dans la famille, aux divorces dans la famille, ce qui est souvent le cas en psychogénéalogie, mais si on s'intéressait aussi aux couples qui ont tenu dans le temps, à ceux qui ont réussi professionnellement, aux personnes qui ont été le plus en meilleure santé dans notre famille, à celles qui avaient les plus belles qualités, aux personnes qui étaient les plus positives, et d'aller chercher qu'en fait, on a aussi hérité de tout ça. Et bien là, il y a toute une approche de psychogénéalogie positive qui est passionnante et qui nourrit l'estime parce qu'on a l'impression d'avoir hérité de tout ça et de pouvoir en plus être vecteur de tout ce meilleur de la chaîne familiale, de la lignée familiale pour le retransmettre et choisir ce que je veux retransmettre et ce que je ne veux pas retransmettre, devenir là encore actif, proactif dans sa lignée familiale. Et ça aussi, c'est top parce que ça, on prend notre rôle en main, donc on a une meilleure estime de soi. Je ne subis plus ma famille, je ne suis plus victime de mon passé familial, de mes ancêtres, comme c'est le cas souvent où on dit oui, mais moi, dans ma famille, toutes les femmes étaient comme ça, tous les hommes, on le sait bien, et puis les couples, ça n'a jamais duré, et puis on meurt tous avant 40 ans. Vous savez, c'est une croyance comme ça qu'on se répète. Et si là, je prenais ma vie en main et je me disais, jusqu'à présent, les femmes de ma famille étaient comme ça, mais moi, j'ai décidé que j'allais changer les choses. Je veux changer cette lignée et je veux transmettre autre chose à mes enfants. Et donc là, c'est à vous, vous avez encore ce potentiel-là, avec la sagesse de transmettre les valeurs, tout ce que vous avez envie de transmettre à votre future lignée. Il est encore temps jusqu'au bout. Il n'y a pas de fin, jusqu'à la dernière ligne droite, on peut changer notre lignée familiale. Okay, voilà. Et donc, pour terminer, des applications concrètes de la psychologie positive. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail vu l'heure, mais juste que vous en ayez conscience. Quand on est vraiment face à des difficultés plus poussées. Si là, quand je vous parle de tout ça, vous dites oui, mais là, moi,
je suis dans une situation qui est vraiment beaucoup plus compliquée que ça. Il existe des thérapies basées sur toutes ces recherches-là qui vous aident à développer vraiment ce sont des psychothérapies positives qui permettent, et il y a un protocole avec 14 séances, il y a tout un tas d'outils qui ont été validés, démontrant que c'était la meilleure thérapie pour sortir par exemple de la dépression ou des traumatismes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les thérapies positives. Si vous n'en êtes pas à cette difficulté-là, mais que vous sentez que vous auriez besoin d'un petit coup de main sur la partie par exemple couple ou professionnel ou santé, j'aimerais retrouver de l'énergie, j'y arrive pas, j'aimerais perdre du poids, j'y arrive pas, j'aimerais améliorer mon couple, j'y arrive pas, j'aimerais, vous voyez, plutôt sur des objectifs comme ça, qui sont pas dans le côté dépression totale, mais qui sont quand même bloquants ou vous n'y arrivez pas tout seul, là, le coaching positif, c'est des professionnels, il y en a de plus en plus qui peuvent vous aider sur des thématiques comme celle-ci. Au travail, il y a de plus en plus d'intervenants, de conférences, d'ateliers, de formations qui permettent d'amener plus de bonheur tout en gardant la performance dans le travail. Et donc là, on va être plutôt sur, vous savez, toutes les démarches de qualité de vie au travail. Attention, parce que là encore, souvent, l'erreur, c'est un peu comme la pensée positive, c'est de mettre des trucs sans réfléchir parce que ça, c'est censé fonctionner, sans avoir vérifié si c'était ça que les gens avaient besoin, s'ils en avaient envie. Et quand on force quelqu'un à faire quelque chose, ça ne marche pas. Donc du coup, la qualité de vie au travail ne fonctionne que si il y a une démarche d'engagement des personnes elles-mêmes. Et donc vous-même, si jamais vous êtes encore en activité, vous avez la possibilité de choisir, de trouver des clés d'épanouissement au travail. Et là, il y a tout un tas d'outils possibles et disponibles dans ce type de recherche-là. Évidemment, on retrouve des clés aussi dans l'éducation positive, que ce soit en famille avec nos enfants ou que ce soit à l'école, où de plus en plus, l'école, on forme les enseignants à prendre en compte l'épanouissement des enfants, l'expression des émotions. Voilà, on essaye de prendre un peu plus en compte tous ces aspects-là pour non plus faire des enfants formatés qui sont bons en maths, en anglais ou autre, ou au contraire qui ne sont ni bons ni en maths ni bons en anglais, qui du coup se sentent complètement nuls, rejetés de la société, en échec, mais à prendre en compte quelque chose de plus vivant, avec chacun à ses forces et ses talents. Comme on dit, si on apprend à nager à un singe ou si on apprend un poisson à grimper aux arbres, ça ne marche pas. Donc, c'est d'identifier les fameuses forces, valeurs, etc. de chaque enfant, à la maison comme dans des endroits éducatifs, pour ensuite leur apprendre ce qui va leur être utile dans leur développement à eux. C'est pas gagné en France, mais c'est en bonne voie. Donc, voilà, chaque chose est possible. Il y a tout un tas de recherches sur le vieillissement réussi. Et donc, par exemple, je vous partage, et je terminerai certainement avec cette anecdote-là parce qu'elle est vraiment sympa, sur le vieillissement réussi. Donc, ils ont fait des expériences dans des hôpitaux où ils ont amené en fait des plantes et des soirées cinéma dans des maisons de retraite. Pardon, c'était pas hôpital, c'était maison de retraite. Et donc à un étage, ils ont fait autre chose qu'un autre étage. Il y avait des étages et c'est pas forcément les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes rythmes de vie. Il y a des rythmes de vie par étage. Donc dans l'étage numéro 1, il y avait des plantes et des séances de cinéma imposées. C'est-à-dire qu'on posait telle plante à cet endroit-là, on leur disait toi tu vas arroser telle plante, tel jour il y a cinéma, tout le monde vient, etc. Donc qualité de vie à la maison de retraite, on impose. Et à l'étage du dessus, il y avait le choix dès le départ, quelle plante vous aimeriez avoir ou qui est-ce qui aimerait s'y impliquer et en prendre soin. Quel soir vous préféreriez avoir quel film et quel film vous aimeriez avoir, à quelle heure. Qui est-ce qui souhaite y participer? Est-ce que quelqu'un souhaite participer à l'organisation, à la communication? Ils ont engagé un peu les personnes. Et là, il s'est trouvé que déjà, il y avait beaucoup plus de plantes qui survivaient dans la durée, etc., qu'il y en avait plus, qu'il y avait beaucoup plus de monde à la séance de cinéma avec beaucoup plus de belles énergies, de sourires, etc. Mais qu'en plus, ça avait eu un effet sur le long terme sur la santé en elle-même. Donc sur le niveau de bonheur, évidemment, mais aussi sur la santé. Des personnes se sentaient plus dans la vitalité, retrouvaient un peu plus d'énergie, avaient des symptômes moindres quand ils avaient des douleurs chroniques, elles étaient amenuisées. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Alors c'est le terme anglais, en français, c'est le fait d'engager les personnes dans l'action, ça entretient en fait l'énergie de vitalité. Donc ne pas imposer des choses et ne pas se laisser imposer des choses, mais rester acteur de ses choix, de ses engagements, de sa vie jusqu'au bout, quoi. Et une autre expérience que j'adore, ils ont fait venir une quinzaine de personnes qui avaient 75 ans. Ils les ont fait venir pendant plus d'une semaine dans une maison qu'ils ont réaménagée comme si c'était 15 ans auparavant, donc quand eux avaient 60 ans. Et en fait, du coup,
ils devaient venir dans cette semaine-là comme s'ils avaient 60 ans. Donc, ils devaient remettre leurs vêtements de quand ils avaient 60 ans. Ils avaient mis dans l'environnement la radio, le journal, la télé, tout comme si c'était 15 ans auparavant. Et ils devaient se comporter comme s'ils avaient encore 60 ans et non pas 75 ans. Les personnes ont été étudiées, il y a eu plusieurs groupes comme ça, et à chaque fois, les résultats étaient les mêmes. Et c'est dingue, c'est que même sur les photos, quand on demandait à des acteurs externes qui ne savent pas du tout de quelle expérience il s'agit, on leur demande, il y a une photo avant, une photo après, selon vous, quelle est la photo sur laquelle la personne est la plus jeune, et sans aucune hésitation, c'est toujours sur celle d'après. Donc ça rajeunissait même physiquement. Ensuite, il y avait des tests auditifs, de vue, voilà. Et donc là, il se trouvait que vraiment, les tests s'étaient améliorés. Donc, ils ont retrouvé une pleine santé. En faisant comme s'ils étaient 15 ans avant, leur corps s'est restimulé, ils ont mis une posture et ils se sont redressés. Il y avait aussi, ils ont regagné des centimètres. Enfin voilà, plein de facteurs comme ça qui étaient juste géniaux de se dire, c'est aussi ce qu'on a dans la tête et notre perception de nous-mêmes. Donc, voyez-vous comme vous êtes dans la meilleure version de vous-même, en fait. Si vous êtes avachi à vous plaindre tout le temps, vous allez créer toute cette énergie-là. Si vous vous dites, ok, j'ai 70 ans, et alors, je suis ok, j'ai le droit encore de marcher, j'ai le droit encore de faire des choses, et bien vous allez créer votre corps dans cette énergie-là, parce que les hormones se créent en fonction de notre posture, notre attitude. La positive attitude va vous donner de la bonne santé durable. Donc voilà aussi pourquoi moi je prône la positive attitude, c'est que ça va vous prolonger la vie, ça a été prouvé. Et donc, l'engagement pro-social, pour terminer, ça rejoint vraiment le côté que je disais tout à l'heure, de se sentir utile. Et là encore, il n'y a pas d'âge pour être utile, s'engager, faire du bénévolat, s'entraider, la solidarité, l'éco-responsabilité, contribuer ne serait-ce que par des actions sur l'environnement, sur voilà, manger peut-être moins de viande, faire du tri, etc., des démarches écologiques. Et de contribuer contribue aussi à notre sentiment d'être utile et nourrit notre estime de nous-mêmes. Donc, pour conclure, mieux vaut être optimiste et se tromper qu'être pessimiste et avoir raison. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc j'ai encore bien de temps devant moi, d'autant plus que moi, j'ai dans la tête de me dire, je pense bien vivre jusqu'à 120 ans et je fais tout dès aujourd'hui parce que ne pas attendre non plus qu'il soit trop tard pour prendre soin de sa santé. Donc moi, aujourd'hui, je me lève tôt, je dors très bien, je fais de la marche le matin, je fais des rituels le matin, de respiration, de méditation positive, je mange sainement, je suis végétarienne, je fais du sport. Je suis pas parfaite, je mange des bêtises aussi parfois, des gourmandises, et j'aimerais manger moins de sucre parce que je sens que c'est pas bon non plus, mais je m'entoure de gens positifs. Tout ce que je vous partage, en fait, c'est quelque chose que j'intègre dans mon quotidien depuis des années, que je prône, mais que j'incarne, et c'est pour ça que je me sens aussi légitime à pouvoir le partager. Et donc, j'espère que ça vous aura inspiré aujourd'hui, en tous les cas. Voilà. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je suis aussi, alors je me suis même pas présentée, mais c'est vrai que je suis psychologue au départ. Je suis formatrice, je forme des psychologues, des coachs, des thérapeutes. J'ai un centre de formation, j'écris des livres, j'ai écrit une quinzaine de livres. J'édite des livres de personnes qui ont écrit des livres pour contribuer à un monde meilleur, donc des livres inspirants. Donc j'ai une maison d'édition, voilà, entre autres, et j'aide les personnes à s'épanouir de plein de façons possibles. Et je suis une femme heureuse, comblée, mariée, avec 3 enfants et en pleine santé pour le moment. Voilà. Si vous avez des questions encore sur la dernière ligne droite, et sinon, il est l'heure. J'espère avoir profité au maximum de cette séance pour vous donner le maximum de clés. Merci à vous. Merci pour vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Alors, tu as traité dans l'ensemble toutes les questions. On a surtout beaucoup de merci. Effectivement, beaucoup de remerciements pour ta joie communicative. On va clore maintenant cette rencontre. Merci à tous pour votre participation, votre grande participation. On a eu beaucoup de monde sur ce webinaire. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher dès lors qu'on va clôturer cette soirée et nous permettra de nous adapter au mieux à nos prochaines rencontres. Je vous remets le lien d'inscription de tous les webinaires à venir, toutes les réunions à venir pour les prochaines conférences. Et je vous rappelle également qu'il y a de la documentation que vous pouvez télécharger. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.